revivez la com d'avant, vous savez, celle où un plan de com pouvait se construire sur un an, où la communication de crise était un fait exceptionnel et les briefs se faisaient en équipe, dans une seule et même salle de réunion. Un monde qu'on pense déjà loin, qu'on imagine déjà loin. Depuis plus d'un an, nos repères sont bousculés et on comprend assez rapidement que ça va durer, malheureusement. Malgré l'ambiance morose, des communicants ont su faire des miracles avec les cartes qui étaient sur la table. Mon objectif est de leur donner la parole pour vous inspirer. Je suis Ambroise Carrière, cofondateur de Belle Écoute, un studio social audio en Normandie, à Caen. Mon quotidien, c'est d'enregistrer des podcasts et d'organiser des live audio pour des marques. Avec le Club de la Presse et de la Communication de Normandie, nous sommes à l'initiative des interviews qu'on va écouter là, maintenant. Et on va commencer sans plus attendre avec Stéphanie Blaise, directrice de la communication de la Caisse d'Épargne Normandie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Ambroise. Merci d'être là, merci d'accepter cet échange. Merci de cette invitation. Qui sera riche et qui va permettre à d'autres communicants de se projeter dans ce que tu as vécu, dans ce que tu vas vivre aussi, ce que tu vas nous expliquer. Et peut-être reprendre le tout début de cette crise, de cette épidémie. Comment ça s'est passé au tout début quand tout d'un coup on confine et qu'on est une banque comme la Caisse d'Épargne Normandie? Est-ce qu'il y a des sujets tout de suite d'urgence qu'il faut traiter quand on est à la communication? Tu es très proche du président, du directoire. Je suppose qu'il y a une vraie communication de crise à mettre en place. Alors tout à fait, puisque les banques, on est des opérateurs d'importance vitale. Donc ça veut dire que ça fait partie des collaborateurs qui sont en pleine ligne, comme on dit, enfin en première ligne. Donc nous, nos agences sont restées ouvertes. Donc il n'y a pas de télétravail dans les agences possibles, il faut bien recevoir les clients. Donc tout de suite, ça a été la mise en place d'une cellule de crise pour imaginer le dispositif de continuité d'activité. Comment on allait continuer à maintenir notre activité et à exercer notre métier, tout en protégeant nos collaborateurs et en protégeant nos clients aussi. Donc une cellule de crise et puis évidemment tout un protocole sanitaire et une communication de crise qui accompagnait évidemment la mise en place de ce protocole. Dans ce genre de cas, le national, il est là pour vous aider ou tout le monde est tellement pris au vif, c'est tellement soudain qu'il faut un peu se débrouiller par soi-même. On est en Normandie, on a nos ressources en Normandie et puis bon, le nation, on se reverra plus tard, mais là, faut qu'on avance. Un peu des deux. Le national a été là pour nous aider dans les grandes lignes, dans les grands principes, etc. Mais après, c'est chaque établissement régional, effectivement, qui s'est organisé avec la mise en place de son propre protocole. Fait assez remarquable. Tu as une plus longue période en tant que DIRCOM de la Caisse d'Épargne Normandie pendant la crise, pendant cette période Covid, que pendant la période, on va dire, normale. Tu es arrivé quelques mois, une toute petite année, je crois, avant que l'épidémie commence. Tu penses que ça a été un avantage de ne pas avoir encore tes repères ou en tout cas de ne pas avoir une sorte de rythme cyclique qui soit déjà mis en place ou au contraire, c'est encore plus difficile? Alors déjà, je ne l'avais pas remarqué ce que tu viens de me dire. Effectivement, j'ai plus d'expérience de la crise à la Caisse d'Épargne que de non-crise. Je pense que ce qui m'a servi, c'est mon expérience en tant que DIRCOM, tout simplement, en fait, parce que quand on est DIRCOM, on est de toutes les crises. On est en général un membre permanent de la cellule de crise. Et donc finalement, heureusement que j'avais quelques heures de vol derrière moi pour me permettre finalement d'aborder, je ne vais pas dire sereinement, mais avec une forme de confiance, cette période qui s'ouvrait et sur laquelle effectivement on n'avait aucune vue d'issue ou d'échéance. Donc je dirais que c'est plutôt mon expérience passée, le nombre de crises que j'avais déjà gérées par le passé qui m'a servi cette fois-ci. Ouais, faut être solide, faut avoir les nerfs bien accrochés, effectivement. Mais dans la com, en général, on a les nerfs bien accrochés parce que c'est quand même un métier aussi de gestion de l'urgence, la com. C'est un métier à la fois de prévision, mais à la fois de gestion de l'urgence. Donc, finalement, c'est pas plus stressant qu'un événement direct. Voilà. Tu parlais de prévision, d'anticipation. On sait que tous, en général, on a des stratégies sur une année qui viennent. Voilà, la stratégie de 2020, par exemple. Et je pense qu'elle a pris un grand coup au passage. Elle devait pourtant être sur les rails, déjà lancée. Quelles sont les actions qui ont dû être reportées, modifiées, voire même supprimées, les actions qui ont pris le plus par cette crise? On peut dire que là, tu touches un point sensible puisque 2020, c'était les 200 ans de la Caisse d'Épargne. Ah oui, en plus. D'accord. Et donc, on avait prévu un très grand événement au Zénith. On avait vu grand, très grand.
On avait déjà plus de 3000 personnes qui avaient confirmé leur présence. Et donc, on l'a annulé 30 jours, mais vraiment jour pour jour, Terrible. Avant l'échéance. Autant dire que ça faisait 1 an qu'on y travaillait. Donc, quand on est à 30 jours d'un événement pareil et que ça fait 1 an qu'on y travaille, on est prêt. Tout est prêt. On est juste en train de fignoler, d'ajuster les petites pièces du puzzle, etc. Et donc, il a fallu annuler ça. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, que autant pour moi que pour l'équipe de la direction, ça a été un moment difficile. Ça a été un moment difficile parce qu'on y avait mis beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur. La com, c'est un métier passion. On fait ça en s'investissant soi-même. Et c'est vrai que d'annuler cet événement, ça a été difficile. Au début, on l'avait reporté en se disant, ça va durer 6 mois, on fait ça en septembre. Et puis, il a fallu finalement y renoncer. Et pour finalement ne jamais le faire, puisqu'on le fera pas, on va pas faire les 201 ans, c'est un anniversaire, c'est bien sur l'instant. Et puis le contexte est plus le même, on n'est plus à la fête là, on est plutôt à maintenir l'activité et puis exercer notre métier qui est de soutenir l'économie normande. Et pour autant, vous êtes comme à l'initiative, c'est ça qui est assez incroyable. Dès 2021, vous repartez à l'attaque avec la création d'une marque, Les Audacieux Normands. Peut-être tu peux nous expliquer déjà le rôle de cette marque, en quoi elle consiste ? Alors, les Audacieux Normands, en fait, c'est effectivement un projet de la Caisse d'Épargne Normandie. C'est créer une communauté de jeunes Normands qui ont l'audace d'entreprendre. Voilà, d'où le nom Les Audacieux Normands, qui ont osé se lancer et qui ont osé réaliser leurs projets. Alors, ça peut être des projets d'entreprise, c'est pour ça qu'on parle de l'audace d'entreprendre, mais aussi des projets sportifs. Voilà, on a par exemple dans la team des Audacieux Florian Mérien, qui est multimédaillé paralympique de ping-pong. On a des explorateurs, comme par exemple Mathieu Torder, qui est le plus jeune explorateur de France, qui a fait une expédition en solitaire au pôle Sud. Enfin voilà, on a toutes sortes d'audacieux Normands qui ont osé se lancer et réaliser des projets qui pouvaient paraître un peu fous au début, mais qui ont eu l'audace d'y aller et donc d'atteindre leurs objectifs. Et l'idée, c'est de les fédérer à travers une communauté pour inspirer d'autres Normands. Donc aujourd'hui, ça prend la forme d'une plateforme digitale qui accueille des portraits de ces audacieux, et ces portraits sont soit parfois des articles, parfois des vidéos, ou parfois des podcasts que se regarde de manière complice parce qu'on bosse ensemble sur ces sujets-là. Que tu as le plaisir de réaliser pour nous. Tout à fait. Est-ce que, c'est pareil, c'est un projet, je suppose, qui se mûrit, qui se réfléchit avant de le lancer. Donc je suppose aussi que c'est à peu près la même période où la crise bouscule tout. Vous avez réfléchi à le repousser. Est-ce que c'était une alternative, un scénario possible de se dire, pour vraiment lancer quelque chose de nouveau, pas la redondance du métier qu'on connaît bien, métier de banquier, là on va sur quelque chose quand même d'affinitaire, un vrai centre d'intérêt. Est-ce que vous avez dit, ça on verra plus tard, c'est pas le moment ? En fait, finalement, cette crise, quelque part, on a réussi avec l'équipe à la transformer en opportunité pour justement accélérer notre communication digitale et sortir cette plateforme comme sortir la plateforme Histoire Normande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les équipes événementielles, elles n'étaient pas loin du chômage technique. Les équipes digitales, elles étaient à fond. En com interne, on était à fond. En com client, on était à fond. Mais sur la partie événementielle, on avait de la bande passante. Et finalement, un peu ce deuil qu'on a dû faire de notre bicentenaire, on s'est dit, vaille que vaille, on va se ressaisir et on va faire autre chose. Voilà, on va utiliser cette énergie, cette envie qu'on avait pour en faire autre chose. Et c'est là qu'on a sorti toutes nos idées, l'idée de la communauté des Audacieux Normands, l'idée de notre plateforme de brand content sur l'économie normande qui s'appelle Histoire Normande. Et du coup, on a utilisé à la fois un peu cette frustration, c'était un peu l'énergie du désespoir, tu vois, cette frustration pour nous motiver à imaginer d'autres choses. On s'est dit, le plan de com', il est par terre. Finalement, on a une feuille blanche. Quelque part, c'est une opportunité. Et donc, on a utilisé cette feuille blanche et cette bande passante, en fait, à travers des équipes disponibles, pour sortir tous ces projets et pour y travailler, pour les concevoir et puis pour les réaliser et les mettre en œuvre.
Est-ce qu'il y aura des évolutions des audacieux normands si jamais on retrouve un peu de Évidemment. normalité dans notre monde? Évidemment, il y aura des évolutions. Aujourd'hui, les audacieux normands, ça prend surtout la forme d'une plateforme de communication digitale et de supports qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, qui sont diffusés de manière digitale. Mais dès qu'on va le pouvoir, et là je croise très très fort les doigts, on réunira nos audacieux à travers d'événements dont on vous réserve la surprise. Chouette. D'autres actions ont été aussi entreprises. On parle de webinaires, de refonte de la marque Histoire Normande. Tu nous as un peu parlé. Des réseaux sociaux qui prennent encore plus d'importance. Est-ce que tu peux nous parler de tout cela, de tout le reste? Parce qu'on s'est focalisé sur les audacieux normands, mais il y a tout le reste à mettre en œuvre. Alors effectivement, il y a une autre plateforme de brand content qu'on a développée qui s'appelle Histoire Normande, qui traite en fait des grands atouts économiques de la Normandie. Voilà, donc c'est un webzine qui sort tous les mois. Donc on a traité par exemple l'économie sociale et solidaire en Normandie, on a traité l'éolien offshore en Normandie, puisque la Normandie est une terre d'accueil de projets éoliens. On a traité la transition énergétique, on va traiter le logement social, on va traiter aussi l'économie du sport, voilà, qui sont des grandes thématiques économiques qui sont importantes pour la Normandie et qui participent à son attractivité. Et d'ailleurs, Normandie Attractivité est un de nos partenaires à ce sujet. Donc on a Histoire Normande et puis effectivement, il y a les webinaires. Très rapidement, au mois d'avril 2020, on a vu un peu tout le monde sortir des webinaires, etc. Et on s'est dit, même quand on sera sorti de la crise, on ne reviendra pas en arrière, en fait. Et le webinaire va rester un format qui restera dans le temps. Moi, je pense même qu'en fait, les événements vont devenir digitales, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité d'aller en présentiel à un événement, mais on aura la possibilité aussi de le suivre à distance, parce que c'est vrai que en termes de temps ou en termes d'écologie, faire Cherbourg-Rouen pour participer à un événement, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens, et ça, on en a pris conscience. Et puis, on peut ne pas être disponible et vouloir revoir l'événement en replay. Donc on s'est dit, le métier change, le métier événementiel change, il faut qu'on intègre cette compétence au sein de la direction, il faut que ça soit une compétence de base, et donc on est en pleine transformation en ce moment au sein de la direction pour justement intégrer ce savoir-faire de gérer une régie audiovisuelle, de monter une scénographie d'un webinaire, et on est en train d'équiper notre amphithéâtre au siège de Bois-Guillaume justement d'une régie audiovisuelle et de matériel qui nous permettront de mener des événements amphigital. Super intéressant. Tu as parlé tout à l'heure, évidemment, des réactions des équipes, et ça, on ne peut pas passer à côté de ce sujet. Il y a combien de personnes dans ton département com? Alors, avec moi, on est 9. Il y a 9 personnes, ouais. Donc potentiellement 9 personnes qui vivent le télétravail, qui vivent le travail à distance, qui ne voient plus forcément leurs collègues. Comment tu as réussi à garder le lien, garder la mobilisation au sein de cette équipe quand tout d'un coup, elles sont éloignées des bureaux? Alors déjà, le fait d'avoir des nouveaux projets enthousiasmants, ça a permis de mobiliser tout le monde. Ensuite, la com de crise a mobilisé tout le monde parce que j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont engagés, qui aiment leur entreprise et qui ont compris tout de suite la nécessité vitale de réaliser les actions de com de crise très rapidement et d'apporter des livrables de très bonne qualité. Donc, ils se sont très vite investis dans la communication de crise parce qu'ils en ont compris l'enjeu vital pour leur entreprise. Et puis, voilà, comme je te disais, il y avait les autres projets qui les a mobilisés. Et puis après, concrètement, c'est du management à distance. Alors, c'est bien, ça a des limites. Mais il y a des petites routines qu'on a mis en place et d'ailleurs qu'on maintient même quand ils sont une journée par semaine au bureau. Par exemple, tous les matins, on fait un petit morning briefing. Donc ça dure une demi-heure. Ça permet de lancer la journée, de faire le point sur les différents dossiers, d'avoir les échanges informels qu'on peut avoir dans un bureau quand on prend un café ensemble. Et là on discute, on parle des projets et puis ça permet de lancer la journée. Mais c'est vrai que pour un manager, c'est beaucoup, beaucoup plus d'investissement qu'en présentiel, en fait. Je suppose que tu as des points de vigilance aussi en tant que manager. Tu regardes peut-être certaines choses plus que d'autres pour voir le bien-être de ton équipe, de tes collaborateurs dans ton équipe. Oui, parce que le risque, c'est l'isolement.
en fait. On n'a pas tous les mêmes situations personnelles. Il y en a qui sont en famille, donc voilà, une fois qu'on a fini de bosser, on se retrouve avec ses enfants qui sont mariés, tout va bien. Et puis il y en a qui vivent seuls. Et quand on est en télétravail toute la journée, qu'on voit plus ses collègues et que le soir on est encore seul, c'est rude. Ça peut être rude. Donc effectivement, on est très très vigilant aux signaux faibles pour éviter les sentiments d'isolement, pour éviter les baisses de morale. Voilà. Et on n'hésite pas des fois à ouvrir un peu la discussion sur des sujets un peu parallèles. Comment tu vas? T'as vu du monde ce week-end? Voilà. Prendre soin les uns des autres, c'est super important. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui vont rester de cette crise? Ça veut dire des choses qu'on a dû mettre en œuvre, de nouveaux supports, de nouvelles manières de communiquer, qui étaient déjà dans les tuyaux, mais qu'on n'utilisait pas plus que ça, qui maintenant, de toute façon, seront indispensables. Donc, que ce soit en termes de support, que ce soit en termes de manière de communiquer, est-ce que tu as l'impression que vous n'allez pas revenir au plan d'avant quand on reviendra, on l'espère, à un moment à plus de normalité? C'est une évidence. On ne reviendra pas avant, sauf le fait de faire des événements. Un peu d'événementiel, s'il vous plaît. Un peu d'événementiel, s'il vous plaît. Mais justement, en matière événementielle, voilà, c'est ce que je te disais, il y aura le figital. C'est-à-dire, tu peux venir à l'événement, mais tu peux le regarder à distance ou tu peux le regarder en replay. Et ça va rester. Il y a aussi toute l'accélération de la communication digitale. Ça ne reviendra pas en arrière. Nous, on le voit avec nos clients. Certains qui étaient un peu réticents à la relation à distance avec leurs conseillers, aujourd'hui, ils en sont pleinement satisfaits. On voit bien que de plus en plus ont téléchargé leur application mobile bancaire et l'utilisent. Et puis même nous, en communication pure, on a développé des choses sur lesquelles on ne reviendra pas avant. Par exemple, aujourd'hui, avant, on avait une info à passer à la presse, on faisait un communiqué, on joignait une photo. Et voilà. Bon, aujourd'hui, on fait un communiqué, on joint une photo et on joint une vidéo. Voilà, par exemple. Et effectivement, tous les supports à usage digitaux, tout l'audiovisuel aussi, l'audiovisuel a pris énormément d'ampleur parce que l'audiovisuel transmet de l'émotion. Et donc, à défaut de faire du présentiel, c'est finalement le support qui va embarquer plus facilement le côté humain des gens, qui va embarquer plus facilement l'émotion. Et c'est vrai qu'on a fait énormément de vidéos et on continue pendant cette crise sanitaire. Et je pense que c'est pareil, on ne reviendra pas en arrière, en fait. Ça va tenir. Ça va tenir, tout à fait. Dernière question, peut-être une sorte de manière de conclure, parce qu'on sait que vous êtes un acteur important sur le territoire, aussi vous faites appel à des prestataires. Comment tu sens les relations avec ces prestataires, que ce soit des imprimeurs, que ce soit des agences? Est-ce que tu sens de leur côté une certaine fragilité? Est-ce que vous avez décidé de maintenir justement les budgets? C'est quoi un peu le fil conducteur on va dire, comment vous menez ça à la Caisse d'épargne? Alors, les relations sont bonnes, parce qu'on traite bien nos prestataires, je crois. Enfin, en tout cas, on essaye. Alors, il y en a qui ont souffert, quand même. Les traiteurs, les scénographes d'événements, les boîtes qui font du son, de la lumière. Ils ont énormément souffert. Donc, la situation est difficile pour eux. Après, les autres, beaucoup se sont adaptés. Et effectivement, ceux qui faisaient plutôt du journalisme écrit sont passés sur la réalisation de webzines et de l'écriture de contenu pour le web, ont développé une partie audiovisuelle. Et donc, nous, on a gardé nos prestataires, même si on a fait évoluer les formats. Finalement, c'est les mêmes qui travaillent pour nous, en fait. Merci Stéphanie pour cet échange, c'était riche et je suis sûr que ça va aider aussi les communicants à avoir un peu des retours d'expérience et de comprendre mieux comment eux-mêmes peuvent rebondir. On retrouve la marque des Audacieux Normands sur votre site audacieuxnormands.fr, Audacieux Normands au pluriel évidemment. On retrouve aussi évidemment le site de la Caisse d'épargne Normandie. On se dit à très vite. À bientôt Ambroise, merci à toi.